Bonjour, je m'appelle Bertrand Richoux, je suis musicien, je suis chef de chœur, chanteur et compositeur. Heu, j'ai décidé de faire un cycle de vidéos sur un projet que j'attaque, en ce moment, qui est un projet d'écriture, dont je vais pouvoir, vous parler un peu en longueur maintenant et dans les jours qui viennent. Hem, c'est un projet qui m'a été, proposé par le chœur universitaire de Nantes et l'orchestre universitaire de Nantes. C'est pas une commande, c'est-à-dire qu'il y a pas de cahier des charges, pour ça, donc je suis très libre et je tiens à garder ma liberté, sur cette, partition-là. Je suis pas payé pour ça, donc en fait je le fais, avec, toute ma passion. Heu et donc je vous propose de suivre en fait, toutes les étapes d'écriture, de ce projet-là. Je sais pas quelle forme ça va prendre. Est-ce que, je vais faire, 10 épisodes, 15 épisodes ou 3, je sais pas. Ce que je sais, c'est que par contre, ceux qui aiment les contenus, rapides, sont pas au bon endroit parce que ça va forcément être un petit peu long, c'est un travail intellectuel. Il y aura beaucoup d'explications et puis, pas mal d'improvisation aussi. En tout cas, je vais essayer de vous pardon, je vais essayer de vous montrer, comment moi je travaille parce qu'on m'a posé la question. Il y a des gens qui m'ont dit: «Ça les intéresserait de voir comment je travaille», et je l'ai jamais fait. À chaque fois que j'écris tout seul dans mon coin comme plein de gens et bon, peut-être que ça intéressera certaines d'entre vous, de voir un compositeur lambda travailler. Voilà, je fais ces vidéos aussi, pour les musiciens et les chanteurs qui attendent la partition, j'en parlerai tout à l'heure, mais aux alentours du mois de janvier pour commencer à les travailler à la travailler et faire la création de la partition au printemps prochain. Voilà et donc je propose qu'on fasse tout ce processus, ensemble, du début à la fin. Et j'ai fait, une très belle présentation, comme ça sur le projet qui s'appelle Igneus. Il porte ce nom-là pour l'instant, ça pourra éventuellement changer, mais pour l'instant il s'appelle Igneus, ça veut dire, «qui viennent du feu» et c'est, la thématique de ce projet. C'est un projet qui a été, dont le texte a été écrit par, une équipe, de gens, issus du chœur universitaire, qui sont notre équipe, de création et donc ils ont choisi ce thème du feu, donc on va travailler autour de ça, donc je fais une petite image. Bon, c'est pas, extraordinaire parce que je mets pas des moyens techniques terribles dans mes vidéos, mais voilà. Alors je voulais m'excuser aussi, d'entrée de jeu parce qu'il y a des grandes choses que je sois assez mauvais, dans l'exercice puisque c'est pas mon métier, je suis pas vidéaste, je suis pas youtubeur, mais bah, je vais y mettre tout mon cœur et peut-être qu'avec un peu de temps et d'expérience, je serai de moins en moins mauvais. On verra. Voilà, et bien c'est parti. D'abord, je voulais vous parler un petit peu du chœur universitaire. J'ai la chance et le privilège de les diriger depuis 2 ans. C'est un grand chœur, à Nantes. Quand je dis grand, c'est qu'il y a beaucoup de choristes dedans et qu'il est, ancien. C'est un chœur qui a été fondé en 1963 de mémoire et il y a 130 inscrits. Donc c'est beaucoup, beaucoup de chanteurs. L'orchestre universitaire existe depuis une trentaine d'années. Il est dirigé par mon ami, Stéphane Auster, qui est là. Il compte 70 musiciens, c'est un orchestre symphonique, tout à fait bien équipé avec des musiciens, très bons et comme au chœur, on a un très bel outil, à Nantes pour monter des projets. Donc c'est pour ça que ça s'est, présenté qu'on fasse une création ensemble cette année. Alors le texte, il a pour titre, pour l'instant, ça peut tout à fait, changer, mais il a pour titre, pour l'instant, Igneus, qui veut dire, ils sont faits de feu, heu, parce que c'est le thème de notre prochain concert, c'est le feu et du coup, il a été décidé d'écrire une pièce autour de ce thème-là et l'argument, en gros, c'est une grande masse de chanteurs et de musiciens qui disent: «Nous sommes le feu, nous sommes le feu» et ils brûlent bien ensemble, voilà. Et puis, il y a des volontés, des velléités différentes à l'intérieur de ce groupe et il y a des moments où, il y a un moment où il y a des flammèches, c'est-à-dire, des petits bouts d'ensemble qui vont partir, vont essayer de briller à d'autres endroits, essayer de brûler à d'autres endroits du monde et cetera. Et puis ils se rendent compte que c'est pas facile de se débrouiller tout seul, quand on est petit
Et donc du coup, ils décident de se remettre tous ensemble, même avec leurs différences. Ils essayent de rester ensemble. Alors c'est une jolie histoire, euh, qu'on va découvrir ensemble, parce que tout au long de ces vidéos, on va travailler sur ce texte. Donc je voulais vous montrer comment il est fait. D'abord, il a été écrit par 8 personnes, je vous donnerai les noms un peu plus tard. Et puis, donc, du coup, c'est écrit un petit peu comme un scénario, parce que travailler juste sur un texte poétique pour un compositeur, c'est bien, mais c'est encore mieux quand on nous donne des indications. Donc du coup, j'ai demandé à avoir des indications euh, tout au long de la rédaction. On avait un but, c'est que la pièce fasse entre un quart d'heure et 20 minutes, c'est ce qu'on va essayer de faire, en fonction de l'inspiration. Et, euh, et du coup, je vais vous montrer comment c'est écrit. Donc on a des parties en rose qui donnent des idées de durée. L'acte 1, alors oui, j'ai pas expliqué ça, la pièce est écrite en 4 actes. Alors, c'est pas un opéra, elle va pas durer 3 heures, mais il y a quand même 4 actes qui sont 4 mouvements euh, que je vais articuler. Je sais pas encore comment, est-ce que je les enchaîne ou est-ce que je coupe entre chaque. Pour l'auditeur, ça peut être intéressant. Ça va dépendre en fait du contexte, du moment où on sera dans l'écriture. Donc les parties en rose, c'est des indications de durée. Les parties en bleu, c'est des indications de scéno. Donc vous voyez que pour le premier acte, la scéno tient en une ligne et demie. En gros, on m'explique que le chœur et l'orchestre sont pour le moment un seul ensemble, car l'acte 1 est un acte de présentation et d'union. Donc du coup, pas tellement de raisons de faire plus compliqué que ça, mais dès l'acte 2, ça se complique un peu, il y a des groupes qui se forment et qui vont se déplacer, probablement. Je vais essayer de favoriser ça. D'abord, il faut que je le prévoie dans la partition, il va falloir que je le favorise aussi. Prévoir dans la partition, ça veut dire que s'il y a un groupe qui se déplace, il faut prévoir du temps pour qu'il puisse se déplacer. L'idée étant de spatialiser le concert, donc il faut que les chanteurs aient la place, le temps, pour pas se précipiter avant d'aller continuer à chanter. Probablement que des musiciens aussi peuvent être déplacés à certains endroits pour spatialiser un concert, c'est très intéressant. Donc je vois que dans l'acte 3, encore une fois, les deux groupes sont séparés, l'orchestre est scindé en deux également. Alors on va voir si on arrive à faire ça, parce que ça va dépendre aussi de ce que dit le chef. Alors évidemment, tout ce que je vais faire est soumis à la faisabilité qui m'est donnée par le chef. Donc euh, voilà, et on voit que l'acte 3 est très long. L'acte 4, il y a quelques précisions encore. Voilà, et on voit que les indications de scénographie. Les parties en vert sont des parties avec des volontés musicales par les auteurs. Donc ils parlent de bruitage, ils parlent de structure, ils parlent de tout ce genre de choses. Et ça, ils me l'ont écrit en vert. Et puis la partie en noir, c'est le texte, hein. Le texte proprement dit, celui qui va être chanté. Alors vous voyez qu'il est coupé en petits bouts, mais je l'ai à la fin de mon document. Je l'ai mis en entier, où on voit le texte intégral, et moi ça me permet aussi de voir ce texte, de le lire aussi pour lui-même, et pas simplement... Enfin voilà, en fait j'ai deux documents, j'en ai un avec une structure qu'on m'a donnée, et j'en ai un sans la structure. Le texte est tout seul, j'ai envie de dire. Et donc du coup, moi je vais peut-être y trouver des idées aussi qu'eux n'avaient pas, ou n'avaient pas forcément vu tout de suite. Donc voilà, ça va être des outils pour moi. En parlant d'outils, je voulais vous montrer, pour ceux que ça intéresse, comment je travaille, et avec, il y a des outils importants pour moi. Alors, ça commence avec un fond d'écran. C'est tout bête, mais c'est des choses qui marchent sur moi. Quand on veut écrire du texte ou de la musique je sais pas, du théâtre ou un film, il est important de pouvoir switcher par rapport à la réalité. Vous avez la vie réelle, vous avez vos obligations à votre maison, vos impôts, vos enfants quand vous en avez, vos parents quand vous en avez. Vous avez ce genre ou un autre travail, parce que vous n'êtes pas obligé d'être professionnel pour écrire de la musique. Voilà, vous avez ces obligations-là. Et puis vous avez aussi une vie professionnelle, dans mon cas, la vie professionnelle de musicien, qui est souvent
axé et c'est passionnant, mais sur des problématiques humaines parce que je gère des groupes, la direction fait qu'on gère beaucoup de groupes, j'ai aussi des élèves à gérer. Voilà, on court partout, toujours dans la voiture. Et puis quand on est sur scène en tant que musicien, c'est pareil, on a un stress particulier et tout ça. Et donc du coup, ça c'est encore une réalité différente par rapport à notre réalité quotidienne. Et du coup, quand on va écrire, c'est encore un troisième plan sur lequel il faut travailler. Et pour moi, moi j'ai besoin de me mettre dans des conditions intellectuelles et psychologiques qui me disent là, ce temps-là, il est consacré à l'écriture. Et donc du coup, j'ai besoin d'un univers, je me crée un univers autour de moi, temporel, hein, temporaire, pardon, pour, pour travailler sur l'écriture. Alors, on travaille beaucoup avec l'informatique aujourd'hui. Un des problèmes de l'informatique, c'est que ça fait énormément travailler les yeux, et quand on est musicien, le travail avec les yeux, il est bien, mais il est perturbateur quand vous avez vraiment besoin de vos oreilles. Donc en fait, il faut arriver, alors moi c'est ce que je fais, à zénifier ce que vous regardez. Donc c'est pareil, je fais pas, par exemple, je fais pas une vidéo avec un montage très nerveux, etc. Je cherche pas à faire ces choses-là. Euh, je cherche à avoir mes oreilles à disposition, mon écoute intérieure à disposition. Donc, bah, pour mes yeux, qu'est-ce que je leur donne à voir? Et ben, je leur donne un truc qui marche sur moi, des jardins japonais. Il y en a, je sais pas, c'est des images de voitures ou d'armes à feu, ou je sais pas, des animaux dans la nature, ou je saurais pas dire, enfin ça dépend de chacun. Moi, ce qui marche sur moi, c'est les jardins japonais. Donc j'ai une banque d'images de très beaux jardins, pas que des jardins japonais, mais j'ai une banque d'images de très beaux jardins, et je m'en mets régulièrement sous les yeux pour travailler. Alors je travaille avec celui-là que j'aime énormément. Typiquement, bon bah il est cadré, c'est une image d'un jardin japonais très 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 classique, et voilà, mes yeux travaillent sur l'image, je la connais par cœur, ça fait des mois que je l'ai sous le nez. Mes yeux travaillent tranquillement sur l'image en fouillant quelques détails, mais c'est pas une activité intellectuelle intense. Et, euh, et du coup, ça me permet de me concentrer sur mon travail de musicien, mon travail d'oreille. Et puis d'autre part, le fait que ce soit exotique, pour moi, ça m'emmène à penser plus loin. C'est pour ça que je vais sur des jardins japonais. J'utilise un certain nombre d'outils informatiques dont je vais vous parler tout de suite. Donc, il y a un piano que j'utilise beaucoup, il est ici. Voilà, j'ai plusieurs logiciels pour faire du piano, mais celui-là je l'aime beaucoup. C'est Pianotech, il est très pratique, il y a énormément de sons dedans. Voilà. Bon. Il y a aussi des plugins plus jolis, mais je le trouve intéressant. Voilà, il me sert beaucoup. Euh, L'autre logiciel donc que j'utilise pour l'écriture, c'est le logiciel Notion, qu'on ressortira tout à l'heure, qui est moi mon logiciel de référence pour écrire de la musique. Il n'est pas parfait, aucun n'est parfait. Vous avez Sibelius, vous avez Final. Aujourd'hui, il y a une grosse mode sur un outil qui est très très bien, mais qui est très professionnel et qui est très chouette. Vous avez Dorico. Alors, ça m'arrive de travailler un peu sur Dorico. J'avoue que je suis tellement habitué à Notion qu'en fait je reste dessus. Et puis beaucoup de gens utilisent aussi MuseScore, qui est un bon produit. Voilà. Bon, quand vous avez votre logiciel, en vrai, il faut rester dessus. Il est absolument pas parfait, c'est sûr, mais vous pouvez faire énormément de choses. Moi, je vais vite en fait dessus, et c'est ça qui compte le plus, c'est d'aller vite sur votre logiciel, de pas être bloqué par l'outil, quoi. Euh, D'autres outils que j'utilise, alors qui sont très 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 importants, c'est tout bête, mais le papier et le crayon. Euh, Quand on est compositeur, papier, crayon, c'est obligatoire. Vous allez voir que, enfin, moi j'utilise pour beaucoup de choses, pour mes structures, etc. Évidemment, je travaille à la partition, j'aime beaucoup travailler au crayon à la partition. Le truc, c'est qu'on repère du temps après quand on repasse dans l'outil informatique. En même temps, quand on re-rédige, on corrige plein d'erreurs. Donc c'est intéressant des fois, ça dépend ce que je fais. Moi j'aime beaucoup papier-crayon pour travailler les voix. Il y a des choses comme ça que j'aime beaucoup faire papier-crayon. Ça dépend des musiques qu'on écrit. Quand on écrit des musiques à séquence et des musiques à série, l'ordinateur est vraiment fait pour ça. Il a beaucoup évidemment influencé, enfin l'outil informatique a énormément influencé la manière d'écrire de la musique depuis 50 ans. Et donc du coup, c'est normal que la musique ait changé parce que l'outil a énormément évolué. Je crois que j'ai fait le tour. Non, il faut que je remette mon petit papier dans le bon sens.
Alors, le dernier outil que j'utilise et que j'utilise énormément, c'est le chant. Heu, les compositeurs sont pas tous d'accord. Moi, je considère que, tout ce que j'écris doit être chanté et chantable. Heu, j'écris pas que pour des chanteurs, mais même quand j'écris pour un violoncelle, je dois pouvoir chanter sa partie. Heu, voilà, vous avez des séquences de synthétiseurs, c'est intéressant d'être capable de les chanter. Parce que vous allez voir comment l'accord se développe dans votre voix et chanter. Enfin, moi, je le fais tout le temps. Ok, c'est un projet de composition. euh, il va falloir se borner dans le temps. Et le temps que j'ai, je dois finir cette partition euh, pour la période de Noël. Parce qu'après, elle passe en répétition à partir de janvier. Il y aura probablement encore des petites, j'espère le moins possible, mais probablement des petites corrections à refaire sur la partition pendant les répétitions. Mais Heu, mon travail doit être absolument terminé pour Noël et ça me va très bien parce que j'aime pas écrire sur des périodes trop longues parce qu'en fait on finit rien. Si on se met trop de temps, on commence à écrire et qu'on dit: «J'ai 2 ans pour faire un truc», vous le faites pas. Enfin, si, il y a des gens qui font très bien, en tout cas moi je le fais pas. Je suis pas capable de ça, donc moi je me borne, je me mets des bornes au début et en fin de travail et je sais ce que je fais au milieu. Là donc j'ai 4 mois devant moi, on est début septembre. Et donc je me donne 2 mois, complets pour, faire tout le travail de structure, le travail de thème, et planter tous les arrangements. Qu'ils soient écrits, pas forcément tous finis, mais qu'ils soient écrits, qu'on sache à quoi ça ressemble. Évidemment, il y a que moi en lisant qui va me rendre compte, du produit fini, mais globalement, je dois pas avoir de doit plus y avoir de lacunes dans la partition à ce niveau-là. Et puis, il restera 2 mois où là, c'est un travail assez fastidieux, où il faut écrire le détail et rephraser tout, etc. Et donc, du coup, c'est une partition d'orchestre, une partition de chœur. On va voir tout à l'heure que la nomenclature est assez grande. Donc, du coup, c'est beaucoup de travail. Il y a une seule pièce, 4 mois d'écriture, c'est confortable. Donc, 2 mois pour la structure, 2 mois pour la fin de rédaction. Et je pense qu'on sera vraiment très bien. Euh, Maintenant, je vais vous expliquer comment, comment j'ai commencé à travailler euh, sur tout ça. De quoi je suis parti. Alors, il y a ce texte. On a déjà expliqué comment il est fait, mais il a été écrit, pareil, sur plusieurs mois par une équipe. Là, le texte définitif m'est arrivé fin août, ce qui est très très bien. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai travaillé en amont. Je savais les éléments qu'il y avait dans le texte. Et j'ai travaillé en amont pour réunir et collectionner des idées. Et prendre des décisions. C'est surtout ça, quand vous allez écrire, il faut prendre des décisions. Euh, et donc j'ai décidé, la première chose que j'ai décidé, c'est de partir d'une idée que j'avais depuis longtemps, qui n'était pas corrélée à ce projet-là, mais que j'avais envie d'utiliser depuis très longtemps. Alors, il faut que je vous emmène un petit peu en arrière. Depuis que je suis jeune, quand j'étais petit, j'avais ce disque, qui est la messe en mi mineur de Mozart, enregistrée par Philippe Herwegh, je ne sais pas en quelle année. Et dans ce disque, il y a la Meistermusik, qui est une musique maçonnique de Mozart, qu'il a écrit en 1785 de mémoire. Et du coup, si vous voulez bien, on va écouter. Alors, ce qui est particulier, c'est que normalement, c'est une œuvre qui est complètement instrumentale, et là, Herwegh l'a enregistrée avec les voix en plus. Donc, on entend des voix qui disent un texte assez intéressant. Euh, et elle chante un thème très particulier qui m'obsède depuis que je suis tout petit. Je vous rappelle, j'ai ce disque depuis petit. Donc si vous voulez bien, on va écouter ce thème-là.
musique incroyable, on pourrait, commenter ça pendant des heures. C'est quand même un thème, particulier. Je vais vous le rejouer si vous voulez bien. Alors vous voyez, j'ai encore un autre jardin japonais, que j'aime beaucoup. Il est sur les rouges, alors des fois je vais pas travailler sur la musique, je vais regarder ma petite image comme ça, puis après je décroche, voilà. Donc c'est un ton do mineur. Alors, mon piano est un petit peu plus haut parce que je pense qu'Herweg a enregistré en 420, donc voilà. Et en gros, le thème il fait ça. Mi bémol, Fa, Sol. C'est juste, il monte une tierce, quoi. Et puis après... Mhm. Ça, c'est un gruppetto. C'est que vous avez une première broderie, puis une autre. Hein, et puis elles sont enchaînées. Voilà. Puis après, il va rester sur le sol. Je sais pas combien de fois. Et puis il descend. Pour... c'est un conséquent de ce qu'on vient d'entendre. Alors qu'il avait fait... Il y a énormément de musique, de thèmes de musique classique qui commencent comme ça, avec une tierce, je pense au concerto pour trompette de Haydn par exemple. Hein. Voilà, il y a énormément de thèmes qui commencent par une tierce qui monte. Donc je vous rappelle, et on monte la tierce, mi, fa, sol, gruppetto, on répète le sol, et puis bon, il y a une suite, mais globalement on se contente de ça. Ça, c'est du matériel de plein champ, c'est sur 4 notes, thème parfait, hein. 4 notes de thème maximum. Mozart est incroyable pour exploiter des thèmes très simples, Beethoven va être fou derrière pour y arriver aussi. 4 notes. 4 notes, ça ressemble à du plein chant. Je sais pas d'où ça vient, mais enfin bon, tradition grégorienne. Bon, et puis j'entends ça depuis que je suis tout petit. Et puis un jour, je me retrouve à chercher du répertoire parce que j'animais et je dirigeais un stage de chant choral dans un très beau festival français à Rocamadour. Et du coup, dans le répertoire, je me souviens que j'avais envie de mettre des bouts du Requiem de Michael Haydn, hein, pas Joseph, Michael Haydn, qui était un copain de Mozart, et je savais, sans connaître à fond la partition, que Mozart avait beaucoup emprunté la structure de ce Requiem pour écrire le sien. Donc je me suis dit, c'est intéressant pour les choristes de découvrir cette partition-là, donc on y va, on la chante. Et on ouvre la partition, on écoute la première pièce, et en plein milieu, donc là on est chez Haydn, 1770, la création, et on entend ça. Fichtre. Je suis à peu près certain que le thème qu'on vient de lire et entendre est exactement le même que dans la Meistermusik. Cette partition a été créée en 1770, la Meistermusik en 1785, 15 ans plus tard. Il faut savoir une chose, c'est que Mozart était très copain avec la famille Haydn, en particulier avec Michael Haydn. Ils avaient beaucoup d'admiration l'un pour l'autre, et avec Joseph aussi. Michael, hein, pas Joseph. Le Requiem de Michael Haydn a été donné en 1770, et un certain Wolfgang Amadeus Mozart avait 14 ans et chantait dans le chœur, et en alto, parce que Mozart avait l'habitude de chanter en alto. Et je reviens un tout petit peu en arrière, lisons ce thème. Ah,
Je me remets bien comme il faut. Mi bémol. Fa. Sol. 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 La. Sol. Fa. Sol. C'est exactement le même. Sol, 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 fa, mi, fa, sol. C'est exactement le même thème. Mozart a cité en totalité. Mozart a été très coutumier du fait parce que, alors en général, il se citait lui-même. Il citait pas les autres, il se citait lui-même. Donc, alors il a cité Handel aussi. Hein. Il a pompé sur Handel, c'est complètement dingue. Là, il y a une histoire humaine derrière ce thème. Et moi, ce thème, il me touchait humainement depuis que je suis petit. Ce thème m'obsède. Et je savais pas pourquoi. Je savais pas pourquoi ce thème m'obsédait comme ça. Je vais le transposer et je vais le mettre en fa. Jouer comme ça, il n'est pas forcément si intéressant que ça. Mais dès qu'on lui met des harmonies, écoutez bien. Par exemple. Ou alors on peut faire la recette de Haydn qui fait ceci. Ça me touche moi. Hein. Je sais pas si ça vous touche vous, mais moi ça me touche. Et du coup, si je suis touché, je vais trouver des choses à faire avec. Par exemple, là, il est en majeur, mais je vais le faire partir en mineur. Quand il va s'agir de passer à l'orchestre, moi j'entends des corps. Alors je vous disais tout à l'heure que je chante tout. Si ça vous ennuie pas, je vais chanter comme si j'étais corniste. Donc le corps, il va être là. Oh, il va pas être là-haut. Et ça va faire. Par exemple, là je suis reparti en majeur, mais si je repars en mineur. Je l'entends mon cœur, j'entends mon corps, et je peux faire chanter le cœur avec. J'ai très envie de mettre des violoncelles avec ça. Alors pour faire le violoncelle, je fais V, je chante sur un V. Alors c'est assez moche, je m'excuse d'avance, mais j'utilise le V parce que il m'oblige à phraser. Et du coup, quand je vais écrire mon violoncelle, si je l'ai chanté avec le V, j'ai voulu le phraser, et du coup, il va être mieux écrit. Etc. Ça donne vraiment envie. Alors vous avez vu, je fais des grands intervalles avec des sixtes, etc. Mais oui, parce que le violoncelle, ça s'y prête beaucoup. Bon. Moi, ce thème, il me parle énormément, puis en plus, on peut le finir de plein de façons différentes, et il peut partir en musique de film. Je reprends toujours ma tonalité.
Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis juste passé de Ré mineur à Ré majeur. Évidemment, mon Ré majeur, il est renversé, et si vous êtes un petit peu au courant, vous me direz, mais non, vous n'êtes pas en Ré majeur, monsieur, vous êtes en Sol mineur. Alors, oui, là, on est en Sol mineur. Si on fait du Hans Zimmer en première heure, c'est ça. Mais alors, écoutez bien, regarde ce qui se passe. Non, je suis en Ré, en fait. En fait, je suis en Ré. Je fais joujou avec un mode. Je fais joujou avec un mode. Hein. Ça me donne déjà des idées, ça. Et j'ai d'autres idées là-dessus. On l'avait vu, cet accord renversé chez Haydn. Hein, il le fait à un autre moment, lui. Hein, ah oui, il continue. Non, c'est presque Beethoven, ça. Hein. Bon, là, on est vraiment dans le matériel classique, mais il y a des choses à utiliser parce que cette gamme qui descend... Il y a énormément de choses à faire. Quand on va parler d'orchestre, on va chercher des grands mouvements comme ça. Donc, bon là je reste sur quelque chose de très 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 classique, mais on peut utiliser ce thème un petit peu à la manière d'un Whittaker. On va garder un accord très très fort. Si vous avez déjà écouté Deep Field, on a un seul accord en fait, et il développe tout là-dedans. Alors, on a décidé que c'était en Ré, alors on garde un Ré. Alors pourquoi le si bémol? Va pour relancer le discours. Et puis... on peut aller très très loin. Et ce thème va, pour moi, être très hypnotique. Il marche sur moi. Et si je choisis un thème pour écrire qui marche sur moi, c'est parce que si je suis convaincu, je vais arriver à être convaincant. Si un thème me convainc pas des masses, je sais pas tellement ce que je vais en faire. Bon là, je l'ai joué de façon un petit peu rapide. C'est-à-dire que le thème, on l'entend se développer rapidement, comme l'a écrit Mozart ou Haydn. On a déjà vu que Mozart, par rapport à Haydn, l'a mis en augmentation. Et ça, c'est la prochaine idée de préparation que j'ai fait. Ces phénomènes d'augmentation, c'est des choses qu'on trouve énormément dans la musique de film actuellement, et c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Je peux prendre ce thème-là et le faire... Là, je l'ai déjà fait un petit peu en improvisant, là. Mais je peux prendre ce thème-là et l'étirer tellement qu'à l'intérieur, je vais mettre beaucoup de texture, en fait, à l'intérieur de l'orchestre et des voix. Donc voilà, ça, on va voir ça tout de suite dans les références que je me suis donné pour écrire. Il y a autre chose que je voudrais, sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est la chose suivante. Regardez l'arrangement chez Haydn. Il est fait à base de triolet. Donc si on reprend le thème...
si je commence à utiliser des triolets, je peux faire beaucoup de choses, hein. Par exemple, ça, par exemple. Ok. Les triolets sont quelque chose de très 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 utile. Alors, voilà. Si on écoute chez Mozart, euh, je vous le joue parce que je veux pas avoir d'ennui avec YouTube, mais il fait cette rythmique-là. Voilà. Lui, il est de binaire. Ta 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 ta. Tin, tin, ta 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 ta. Je suis désolé, hein, je joue des trucs, bon, pas forcément très intéressant dans l'état, mais ça peut atterrir. Voilà, on sait jamais. Mais par contre, pa 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 pa. On est déjà plus martial. Peut-être que Mozart a voulu faire quelque chose avec ça. Bon, le triolet est plus doux, mais il peut être aussi. Il y a quelque chose de très entraînant dans un triolet, quelque chose d'un petit peu fatal. Euh, Évidemment que dans ma cuisine, je vais négliger aucun ingrédient qu'on m'a donné. Donc le thème, sous toutes ses formes, on va le renverser, on va lui faire ce qu'on veut, on peut le mettre en miroir, on peut faire tout un tas de trucs. Il est intéressant parce qu'on peut le tresser, j'en ai pas parlé, mais on peut le tresser, évidemment, dans l'orchestration, on va essayer de l'enchaîner sur lui-même pour voir comment il fonctionne. On va pas pouvoir utiliser toutes les astuces d'écriture qu'il y a autour, mais voilà, plus un thème est simple, plus il a de possibilités, souvent, plus il vous offre de possibilités. Beaucoup de compositeurs vous diront qu'ils adorent les contraintes, moi c'est mon cas, j'adore qu'on me contraigne, donc du coup un, un thème assez simple, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis les grands compositeurs montrent à chaque fois leur talent sur des thèmes d'une simplicité absolue. Voilà. Bon, je passe sur les références. Alors pour les références que je vais utiliser pour ce projet-là, j'ai choisi de m'arrêter sur 3 musiques de films. Alors, où est le symphonique aujourd'hui? Bah, vous l'entendez essentiellement dans la musique de film. Donc c'est pour ça qu'on doit aller voir ça. Alors, c'est des films que j'ai vus cette année. Là, on a le Comte de Monte-Cristo. Le Comte de Monte-Cristo, ce qui est assez dingue, c'est que la musique est très très bien écrite parce que il y a tous les poncifs du genre qui sont présents. C'est un film d'aventure, c'est un film psychologique, et puis il y a toutes les astuces d'orchestration. C'est presque des fois presque un peu caricatural tellement il y en a. Mais c'est très bien fait. Et je vous parlais des ostinatos et des thèmes avec des ostinatos en dessous à base de triolet, il y en a énormément dedans. Je vais pas vous faire écouter parce que je veux pas avoir d'ennui avec YouTube, mais c'est vraiment une référence d'orchestration que je vais utiliser, sachant que en plus de ça, le musicien qui a fait la musique du Comte de Monte-Cristo utilise vraiment l'orchestre en lui-même. Il y a des synthétiseurs, mais il utilise l'orchestre en lui-même, donc du coup on a des timbres sur lesquels on peut s'accrocher. La deuxième référence, c'est Oppenheimer. Alors pourquoi Oppenheimer? Parce que la musique d'Oppenheimer change la donne dans la musique de cinéma. On s'en est rendu compte cette année. Il y a une utilisation alors c'est un outil informatique parce que c'est essentiellement des, des synthétiseurs qui travaillent. C'est une musique essentiellement synthétique, mais c'est très 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 bien fait. Euh, Ça va chercher beaucoup dans la musique du XXe siècle, ça va chercher beaucoup chez Steve Reich, ça va chercher chez plein de gens, il y a énormément
de choses qui viennent aussi des compositeurs classiques, en particulier de Bach. Et on entend, alors je vous laisserai aller écouter ça sur YouTube, mais on entend dans le travail des ostinatos avec différents types de rythmiques de violon qui se mélangent. Alors évidemment, il y a aussi des instruments organiques, j'ai envie de dire, du violon, du violoncelle, des choses comme ça, des instruments avant. Heu cette musique est merveilleusement bien faite et alors surtout ce qui est super bien comme référence pour moi, c'est que, bah, ce film est sur le top du feu qu'on peut imaginer, c'est-à-dire une bombe atomique. Hem, oui, pardon, on me parle en même temps, je vais regarder ça après. Heu et du coup, c'est très important que je me mette ça dans les oreilles, voilà. La dernière référence que je prends, qui est très, 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 très importante, alors encore une fois, c'est que des musiques à base de drones et des musiques qui sont extrêmement synthétiques, hein, Hans Zimmer, ça on peut pas faire plus synthétique comme musique de film que la musique d'Hans Zimmer. Et alors, tous les thèmes sont dans des systèmes d'augmentation qui sont terribles, c'est-à-dire que chaque note dure 3, 4 mesures, quoi. Il peut développer un thème de 5 à 6 notes, se le développer sur 1 minute et demie. C'est presque abusif, mais du coup, c'est très intéressant parce que moi, ça va me permettre de voir, quand je vais écrire, comment utiliser ce système d'augmentation qui est très, très actuel, la musique de façon à ce qu'elle soit très travaillée au niveau timbral en dessous et aussi au niveau rythmique et donc du coup, au niveau des rythmiques, je vais plutôt chercher chez Monte Cristo, mais par contre le développement thématique, chez Hans Zimmer, le type de doublure qu'il utilise et cetera, c'est on aime ou on n'aime pas, hein, il y a plein de gens qui sont des détracteurs, mais ça fait partie de notre époque, il faut connaître en fait et il faut aller chercher dedans. Alors, pourquoi aller chercher des références? Bah, tout simplement parce que tous les compositeurs le font. On a vu tout à l'heure que Mozart était référencé de partout quand il écrivait. Si Mozart le fait, je pense que tout le monde doit le faire ou tout le monde peut le faire, sans se dire, «C'est pas bien». Il faut faire comme les maîtres, donc en tout cas, essayer de s'en approcher. Donc oui, je travaille avec des références, j'essaie de pas en mettre trop parce qu'après ça devient flou. Alors évidemment, on aurait pu aller chercher Stravinsky, il y a beaucoup de choses à aller chercher chez Stravinsky, en plus j'aime beaucoup. On verra. Peut-être des éléments d'orchestration. Mais mais voilà, je voulais me faire un cadre, je voulais choisir trois pôles en fait, pour naviguer en fait entre ces 3 pôles et voilà. Alors je voulais vous parler d'une dernière chose sur la musique de Dune 2. Alors, moi quand je suis allé voir ce film évidemment comme tout le monde, j'ai pris une impression assez folle quoi. Le film est génial, les 3 films dont je vous parle sont vraiment très, très bien, hein. Hem et puis tout d'un coup, alors j'avais beaucoup aimé Dune 1, je vois Dune 2, j'écoute et en plein milieu, je me dis: «Mais c'est pas possible, c'est un choral de Bach que j'entends» et j'entends la chose suivante. Excusez-moi, c'est lent, mais et encore je suis moins lent que lui. Bon, ça c'est le thème du héros là, je sais plus comment il s'appelle, Nissan Al-Gaïb là. Heu, vous entendez ce thème en augmentation énorme et en fait si on joue l'original, c'est ça. Bon là je bricole, hein. Mmh. Bon
C'est intéressant d'entendre qu'il y a une deuxième partie là-dedans et que Hans Zimmer l'utilise pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ça. Et il s'arrête là, et il le boucle. Hmm. C'est assez bizarre. Ah si, je crois qu'il va jusque là. Je crois qu'il va jusque là. Mhm. Mais il n'a pas le temps en fait d'utiliser le thème complet, sinon son morceau il dure 25 minutes. Il a une augmentation qui est telle. Et c'est que des synthétiseurs qui se développent, qui deviennent énormes, énormes. Et quand on se dit c'est énorme, c'est encore plus énorme, et puis toujours plus énorme, avec une utilisation des filtres aussi. Pour ceux qui sont habitués des synthétiseurs, une utilisation des filtres, une lenteur à monter les filtres, et puis en fonction de chaque élément de son orchestration, les vitesses de montée et de descente de filtres sont pas les mêmes, et c'est assez merveilleux. Bon, voilà pour les références. Monte Cristo, Dune 2 et Oppenheimer. C'est très important. 3 musiciens différents, mais on sent la musique d'aujourd'hui qui est là. Alors, faut que je vous parle, dans les outils dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a mon éditeur de partition. Et faut que je vous parle de la nomenclature, parce que évidemment, quand on va écrire tout ça, il faut qu'on sache pour quel instrument on travaille. Et pour quel instrument on travaille? Eh bien, ça a été décidé avec le chef, en fonction des musiciens qui sont présents dans l'orchestre. Alors, pour le chœur, pas compliqué, soprano, alto, ténor, basse, même si j'ai énormément de chanteurs, je vais pas m'amuser à écrire 12 pupitres ou 16 pupitres. Il y a des moments où je vais être divisé, mais c'est pas obligatoire. D'autre part, on a une grande tradition de musique française de l'unisson dans le chœur, et j'ai très envie d'utiliser ça par moment. Donc c'est inutile d'écrire un nombre de parties incroyables dans les voix, même si on a la possibilité. Euh, Évidemment, le quintet de cordes, vous voyez, contrebasse, violoncelle, alto, violon 2, violon 1, normal, je sais pas combien il a de cordes, mais enfin l'orchestre est très équilibré, donc il n'y aura pas de problème. On ajoute une harpe et un piano, je sais pas si on aura une harpe, on verra, enfin on l'écrit, ce serait pas mal de l'avoir. Et puis il y a un piano, on verra qui joue ce piano. Parce que dans l'orchestre, il n'y a pas de pianiste, mais on trouvera un pianiste disponible. Dans les percussions, pour l'instant, j'ai pas écrit encore grand-chose. On s'est mis d'accord, évidemment, des timbales, obligatoire dans un orchestre symphonique. Un petit glockenspiel, parce que ça va être intéressant d'avoir des choses un peu brillantes pour faire des passages un petit peu fantastiques à la John Williams. Une grosse caisse, évidemment. Sur des musiques à impression, il faut une grosse caisse. J'ai écrit une caisse claire. Je pense que je vais ajouter des tomes, parce que ça peut être très intéressant. Dans les musiques actuelles, il y a énormément de différents types de tambours, de différents types de sons. Et donc, du coup, ce qui imite le mieux ça dans l'orchestre symphonique, c'est les tomes de batterie ou des tomes à côté. Peut-être une caisse claire qui peut servir pour certains. Voilà. Et j'ai écrit une cymbale crash. Voilà, on oublie, il y a un tambourin probablement, il y aura peut-être un bout de triangle, etc. Enfin, les percussionnistes, il faut les occuper. Ils sont très contents d'avoir plein de leurs petits jouets à sortir. Donc, voilà, pour l'instant j'ai écrit ça, c'est un peu générique. On va certainement rajouter. Pour les cuivres, un tuba. Il y a pour l'instant un seul tromboniste, mais j'espère qu'on en aura deux, donc du coup j'écrirai peut-être une deuxième voix de trombone. Deux trompettes. En général ils sont un peu plus nombreux, mais au moins on aura deux voix de trompette. Et puis trois voix de corps. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de cornistes. Cet orchestre, on a beaucoup de chance d'avoir autant de cornistes. Donc ça nous permet d'écrire trois vraies voix de corps et faire des très belles harmonies avec. Ils sont nombreux, expérimentés, donc on va pas se gêner. Deux voix de basson, alors il y en aura probablement qu'un, donc on va écrire une voix principale en bas, et puis peut-être une voix supplémentaire au-dessus, pour donner des quintes ou des octaves à certains moments, mais en tout cas pas de deux voix de basson principales, parce qu'il y a des chances qu'on en ait qu'un bassoniste, mais si on en a deux, il sera content d'avoir une partie. Pour les clarinettes, deux voix de clarinette, on devrait avoir le nombre de clarinettistes qu'il faut. Une seule voix de hautbois, parce que la dernière fois que j'ai vu l'orchestre, il n'y en avait qu'un. Mais on va s'arranger avec ça. Pas de corps anglais, on aimerait bien, mais on n'en a visiblement pas sous la main. Pour les flûtes, on a suffisamment de flûtistes, donc ils vont pouvoir s'amuser avec deux parties de flûte, plus une partie de piccolo, voilà, qui va nous permettre de finir tout ça. Pareil pour les passages très fantastiques, le piccolo, puis pour tous les traits descendants, etc. Et puis les petites volutes qui montent comme ça, le piccolo, c'est très intéressant. Donc voilà pour cette nomenclature. Vous voyez que elle est datée de février dernier, donc on avait commencé déjà à travailler dessus à cette époque-là. Donc voilà, mais bon, là,
la partition finale sera écrite sur cette nomenclature-là. Elle sera un petit peu développée probablement au niveau des percussions. Voilà. Alors le problème, c'est que quand on va écrire de la musique symphonique, on va pas s'amuser à écrire directement avec ça. Ça a pas de sens parce qu'on va se perdre dans tout ça. En tout cas, c'est pas il y a des chances que ce soit pas toujours bien écrit. Donc, moi j'utilise un autre outil, je passe par une étape dite abrégée, où j'écris mes masses orchestrales, en fait. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise une nomenclature beaucoup plus courte, j'écris les cordes sur deux voix, j'écris, les voix sur 2 voix aussi, sur deux portées. J'ai réduit un petit peu les percussions, au fur et à mesure dans la partition que j'écrirai si ça change d'instrument. Et puis le piano, tout seul, j'ai pas noté la harpe, parce qu'elle est optionnelle, mais peut-être que dans la partie piano, j'indiquerai des endroits qui sont plutôt harpistes. Et puis, 2 parties pour les cuivres et 2 parties pour les bois, et je peux travailler avec ça. Il y en a même qui travaillent, anciennement, on faisait ça, on travaillait piano, et puis les voix quand il y avait des voix. Mais, juste piano, puis on orchestrait à partir du piano. Il y a un travail de Ravel qui a été magnifiquement fait sur les tableaux d'une exposition de Moussorgsky. Il part d'une partition où il y a que du piano, quoi. Moi j'aime bien travailler comme ça parce que c'est une façon aussi moderne qui permet d'écrire des accords assez complexes, des clusters, et cetera. Et c'est ce qu'on fait en studio quand on travaille en stems. Donc voilà, en fait, j'écris des stems, des ensembles instrumentaux dont on voit le mixage, en fait. Et voilà, je vais écrire beaucoup plus efficacement sur un conducteur de cette taille-là. Et puis, en deuxième partie de travail, j'irai sur le grand conducteur où là, je ferai descendre toutes les parties. Voilà. Euh, Dernière chose à vous dire, maintenant que je sais tout ça, alors j'ai un thème principal qui est très calme, on va parler du feu, alors c'est un peu bizarre d'avoir un thème si calme, etc., mais on va voir ce qu'on va pouvoir en faire, et puis surtout, on va travailler les textures de l'orchestre et du chœur de façon à avoir quelque chose de très 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 animé, hein, évidemment, on va aller chercher à, à faire une musique qui soit assez impressionnante. Donc j'ai pas mal, je vous ai pas trop montré, hein, j'ai pas mal de thèmes aussi, des choses qui sont écrites par ailleurs. Et puis, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un travail de structure. C'est-à-dire que je vais reprendre mon texte. Il est par là. Hop. Je vais reprendre le texte, si on me le donne. Voilà. Je vais reprendre le texte et je vais dessiner une structure. Alors, je ne le fais pas sur une partition. J'utilise un grand papier, un crayon, et je fais des dessins. Je vais dessiner ma structure en disant, je pars de là, il se passe ça, et puis voilà, ma masse orchestrale a grandi, elle redescend. Qu'est-ce qui va se passer pendant tel événement? Et dedans, je vais faire rentrer mon texte. Je vais faire rentrer mon texte de façon à ce que tout marche en synergie, comme ça. Et donc, c'est la prochaine étape, quand on se reverra. C'est pour parler de ça. Il n'y aura pas une note de musique décrite, ça va être que du dessin. Et ça va être que des structures dessinées. Et donc ça passe par le papier, par le crayon. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop long, et j'espère surtout que ça a été intéressant. Et puis, je sais pas encore quelle forme ça va prendre, combien d'épisodes je vais faire, j'en sais rien. Je vais juste essayer de faire suivre euh, mon projet en parallèle avec les explications comme ça en vidéo, pour ceux que ça intéresse. Merci beaucoup.